Est-ce qu'acheter une maison est un bon investissement? C'est parti. Salut, je m'appelle Uriel de Really Simple, la chaîne qui t'aide à progresser en immobilier. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'expliquer sous quelles conditions acheter une maison peut être un bon investissement. Beaucoup de gens vont te dire au fait qu'acheter une maison, c'est quelque chose, ce n'est pas un investissement, qu'il vaut mieux louer sa résidence principale et acheter des investissements. Et tout ça, c'est vrai. Par contre, je trouve qu'il est un peu dommage de simplifier les choses comme ça parce que ça évite d'entrer dans les détails et je pense que la vraie valeur se trouve dans le détail. Je m'explique. En fait, acheter une maison, ça peut être super rentable comme investissement si tu respectes certaines conditions. La première condition, il faut absolument que tu l'achètes en dessous de la valeur du marché. Si ta maison vaut 400 000 et que tu l'achètes à 400 000 voire 410 000, c'est sûr que c'est un très mauvais investissement. Pour moi, ici au Canada, à Montréal, c'est assez simple de savoir ce que vaut une propriété. Il suffit juste d'aller sur le registre foncier, d'aller regarder des comparables, des vendus, pas de ce qui est affiché. Tu as des plateformes comme JLR ou registre foncier qui peuvent te permettre d'avoir l'information. Donc, si tu l'achètes au-dessus de la valeur de ce qu'elle vaut réellement, c'est sûr que ce n'est pas un bon investissement. Si tu achètes une propriété aussi qui est mal située, sûr et 100%, ce n'est pas un bon investissement. Comme tout, la localisation est très importante. Mais je t'expliquerai tout à l'heure pourquoi la localisation est très importante dans le cadre d'une maison. Ça a à voir avec la stratégie de sortie. Je t'expliquerai ça tout à l'heure. Si la maison ne contient pas les rénovations, si tu n'as pas à y ajouter de la valeur, forcer l'appréciation, si tu achètes une maison qui est ce que j'appellerais un clé en main, c'est sûr, c'est un très, très, très mauvais investissement. Si tu achètes une maison pour y habiter, encore là, écoute, là, c'est aussi un très, très, très mauvais investissement. On va parler de ce que j'appelle la stratégie de sortie. Beaucoup de gens investissent en immobilier sans vraiment savoir c'est quoi leur stratégie. L'immobilier, c'est pas seulement quand tu achètes, mais c'est aussi pendant toute la durée pendant laquelle tu vas garder le bien, mais aussi par rapport à ce que tu comptes y faire à la fin. Donc, ce qu'on appelle la stratégie de sortie. Quand tu crées un business, ta stratégie de sortie, c'est peut-être de te dire que tu vas le revendre à 10 fois sa valeur d'ici 10 ans. Ta stratégie de sortie est peut-être de dire que tu vas le convertir en un business model un peu différent pour pouvoir en vivre différemment. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment important d'avoir une stratégie de sortie quand tu rentres dans l'immobilier ou dans tout business. Tu dois savoir quand tu y rentres et tu dois déjà prévoir de comment tu veux en sortir. Donc là, dans le cas d'une maison, il y a trois, je te dirais, grosses stratégies de sortie. La plus simple et qui est de plus en plus connue, c'est ce qu'on appelle un flip. En gros, tu achètes la maison, tu la retapes, tu la rénoves et pour faire ce qu'on appelle, tu forces l'appréciation et ensuite tu la revends. Le flip marche très bien si ta maison est bien située. Pour que ta maison soit bien située, il faut que tu connaisses ta clientèle potentielle d'acheteurs. Qui peut acheter une maison? La plupart du temps, c'est des familles qui ne veulent pas habiter un appartement, qui veulent avoir un jardin, qui veulent être pas loin non plus de la ville. Donc, tu vois, quand je prends juste les trois éléments que je viens de citer, quand tu vas acheter ta maison, il faut que tu aies ça en tête. Les familles, par exemple, veulent avoir de l'espace vert, ils veulent un jardin. Si tu retournes acheter une maison qui n'a pas de jardin, tu réduis un peu tes chances de pouvoir la revendre. Quand tu vas vouloir revendre, donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas racheter le bien, le retaper, le revendre pour générer une plus-value. Et là, tu viens de générer du cash. Donc, quand tu réfléchis bien, c'est un bon investissement. Tu viens de générer one shot sur un projet de flip de 3 à 6 mois. Tu viens de générer du cash, donc ça reste un bon investissement. Euh, Quelques éléments très importants par rapport à la vente quand tu fais un flip comme ça. Puis je suis choqué aujourd'hui de voir que certains agents immobiliers continuent à faire ces erreurs-là. Tu veux créer un coup de cœur chez l'acheteur. Pour ça, il faut que tu stages la maison. Il faut que tu mettes des meubles, il faut que tu l'aménages un peu. Il faut que l'acheteur, quand il vient, ou plus précisément sa femme, lorsqu'il vient dans la maison, il puisse se projeter en se disant waouh, ici sera mon coin cuisine, ici sera la chambre des enfants. Et là, tu vas te retrouver dans une situation où est-ce que tu vas pouvoir aller chercher un 10 000 ou 15 000 au-dessus de ce qui se serait vendu normalement. On appelle ça du home staging et pour moi, aujourd'hui, c'est un prérequis pour faire une belle mise en marché, pour vendre un bien à un bon prix. Il y a aussi d'autres stratégies que tu peux mettre en place, comme par exemple faire
des open house où est-ce que les gens viennent à peu près un peu en même temps. Ça crée un sentiment de compétition et ça va permettre de faire monter un peu les enchères et vendre plus cher. J'ai une connaissance moi récemment qui a acheté une maison. Je ne saurais pas te dire si elle a acheté au bon prix ou pas, mais je l'ai recommandé à un des courtiers avec qui je travaille. Et lors de la vente, en fait, il est arrivé avec sa femme. Sa femme est tombée totalement en amour avec la propriété et ils l'ont acheté. Pourquoi? Parce que le vendeur a utilisé la technique que je viens de t'expliquer, le principe de open house, de scarcity. Tu crées une sorte d'urgence quand tu veux vendre ton bien en disant qu'il y a d'autres personnes qui sont intéressées. Tu crées un coup de cœur chez les acheteurs en stageant un peu la maison pour que lorsqu'ils viennent, ils puissent tout de suite se projeter. En faisant ce genre de petites choses, tu vas la revendre très cher. Donc, tu vois, certains vont te dire qu'acheter une maison n'est pas un bon investissement, mais si tu achètes une maison à un bon prix, ce qu'on appelle en général un fixer-upper, donc tu achètes à un prix qui est bas, tu la rénoves et tu la revends, tu viens facilement en l'espace de 3 à 6 mois de te faire un 10, 20, 30 000. C'est un bon investissement si tu l'approches de cette manière-là. Une autre stratégie pour rentabiliser un investissement quand tu achètes une maison, c'est de faire ce qu'on appelle, pas forcément de la revendre, mais de récupérer un pourcentage. Donc quand tu la revends, tu récupères 100% de la valeur, moins bien sûr le 5% que tu payes au courtier pour la mise en marché. Mais ce que tu peux faire aussi, c'est faire ce qu'on appelle un refinancement. Tu vas aller voir la banque et tu vas dire à la banque, regardez, cette maison, je l'ai achetée à 400 000, sans doute avec un prêt, je dois par exemple 380 000 dessus. Je l'ai rénovée, aujourd'hui elle vaut 500 000, voici les comparables, on voit un évaluateur pour évaluer effectivement qu'elle vaut 500 000. Donnez-moi 80% de la valeur de cette maison. C'est ce qu'on appelle le refinancement. C'est la magie du système nord-américain. En gros, on ne l'a pas en France, on ne l'a pas en France, puis je sais que ça existe au Canada, ça existe aux États-Unis. Et c'est ce que beaucoup d'investisseurs utilisent pour perpétuellement investir, récupérer la mise de fonds et passer au prochain projet. Pour t'expliquer un peu ce que tu vas faire, c'est que tu vas augmenter la valeur de la maison en forçant l'appréciation en faisant des travaux, ce qu'on appelle du sweat equity, donc de l'équité, de la sueur, donc en gros de l'huile de coude. Puis, ce qui va se passer, c'est que tu vas aller voir la banque pour te dire, bah, écoutez, la maison vaut maintenant 500 000, donnez-moi 80% de cette valeur-là. Bien sûr, tu viens d'augmenter ta dette. Mais derrière, ça te permet, une fois que tu as remboursé ce que tu dois rembourser, de récupérer ta mise de fonds et de passer au projet d'après. C'est un peu ce qu'on appelle en anglais le BRRR. En gros, c'est BRRR, Buy, Renovate, Rent, Refinance, ou bien Refinance and Rent. Puis l'idée, en gros, c'est de sortir ta mise de fonds et de passer au projet d'après. Là, ça peut être très intéressant parce que là, tu vas te retrouver finalement avec un bien où est-ce que tu as investi, je dis n'importe quoi, un 20 000, tu l'as rénové et tu viens de récupérer ton 20 000. Donc, ton retour sur investissement, il est 100%. Mais surtout, tu te retrouves avec un bien qui est à toi et ton argent est à nouveau dans ta poche. Ça te permet de passer au projet d'après. C'est ce que tu peux faire comme ça, faire 3, 4, 5, 6 opérations. Ça, c'est la deuxième stratégie. Et bien sûr, pour que ça fonctionne, il faut que tu sois dans un marché qui est à la hausse. Si tu es dans un marché qui est en train de se casser la gueule, qui descend, quand tu vas revenir voir la banque, tes calculs ne sont pas forcément bons. Donc, il est très important que lorsque tu achètes ton bien, l'une des conditions que tu dois prendre en compte, c'est de t'assurer que le marché est à la hausse pour que derrière, tu puisses vraiment aller chercher une bonne plus-value lorsque tu l'auras retapé. Troisième stratégie qui va être très importante, c'est de louer l'appartement, de louer la maison. Donc, tu peux la combiner avec le refinancement. Tu peux refinancer et le louer ou tu peux juste le louer tout simplement en te disant, je laisse mes billes dans la maison, puis je le loue. Bon, ce qui va se passer quand tu vas le louer, c'est que là, tu vas commencer à générer des revenus. Tu me suis bien, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut que tu habites dedans. Si tu habites dedans à nouveau, ce n'est pas un bon investissement, ça te coûte de l'argent. Par contre, si tu le loues, là, ça te rapporte des revenus. Un investissement, c'est quelque chose qui est censé te rapporter de l'argent. Avec la stratégie que je te propose là, en fait, si tu veux que ça marche, premièrement, il faut que tu sois bien situé. Et pour que ça marche, il faut que tu connaisses ta clientèle. C'est qui loue une maison? C'est les gens qui ne veulent plus louer des appartements ou qui n'arrivent pas à louer des appartements. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils ont des animaux, puis qu'ils ne sont pas acceptés dans les appartements, ou peut-être parce qu'ils veulent plus grand. Check ma vidéo dans laquelle je te parle de la semaine dernière, je te parle de maman Pierrette qui cherche un appartement, mais en réalité, ce qu'il lui faut, c'est une maison. Une personne qui a 3-4 enfants ne va pas aller chercher un appartement parce que tu ne vas pas payer 1500, 1600 pour un appartement quand tu peux avoir une maison pour un prix équivalent. Donc, tu vois déjà, la maison, quand tu vas l'acheter, il faut que tu aies tous ces éléments-là en tête. Il faut que tu penses déjà à ta clientèle. Quand je parle de ta clientèle, c'est les personnes qui vont venir louer la maison. Là, en l'occurrence, on parle de famille avec 2-3 enfants. Donc, si tu veux acheter une maison avec deux chambres, tu y es pas du tout. Il te faut des maisons avec 3-4 chambres,
des gros espaces de vie où est-ce qu'une famille peut se sentir confortable de vivre. Là, maintenant, tu commences vraiment à cibler ton marché. L'autre chose aussi, on parle de famille, on parle d'enfants. Qu'est-ce qui va driver finalement ces gens-là? C'est la proximité avec les écoles et les services de proximité. Les écoles, tu vois, je te donne l'exemple du quartier de Rosemont ou des villes comme Candiac ont pris énormément de valeur sur les dernières années parce que justement, il y a de très bonnes écoles. Une famille va vouloir aller à un endroit où est-ce qu'elle est en mesure de scolariser ses enfants à proximité. Une famille va aussi vouloir aller à un endroit où est-ce qu'elle est en mesure d'accéder à des services comme Maxi, donc les supermarchés, les lieux de sortie, des transports rapidement. Du coup, tout ça, tu dois le prendre en compte dans ton achat. Et là, on revient sur ce que j'ai dit tantôt, la localisation. Si tu achètes un bien qui est mal localisé, si tu achètes une maison qui est mal localisée, tu auras du mal à la rentabiliser d'un point de vue investissement. Donc, tu vois, là, c'est vraiment une connaissance. Quand je te dis, ta stratégie de sortie doit définir finalement ce que tu achètes. Donc là, la maison, tu l'as achetée, tu peux générer du cash avec, générer un bon cash flow si tu es en mesure de la louer à des gens qui sont en recherche de ce type de bien-là. Mais pour le faire, il faut que tu connaisses ton marché. Je parlais récemment à un ami à moi qui est aux États-Unis. Il est parti voir son banquier pour financer l'achat d'une maison. Et puis son banquier lui a expliqué que lui aussi faisait de l'immobilier. Et que lui, sa stratégie était d'ailleurs de louer un peu en dessous du marché. Parce que là, on tombe dans quelque chose d'autre. Tu parles de louer ta maison, mais tu vas la louer à combien? Tu peux trouver facilement avec des applications comme Ziplex ou en allant sur Kijiji le prix à peu près auquel se louent des maisons. Ben, lui, sa stratégie était toujours de louer un peu en dessous de la valeur du marché. Pourquoi? Parce que comme ça, ces locataires, ils les gardaient sur le long terme. Il faut que tu comprennes que je prends l'exemple du Canada aujourd'hui, on est en phase de surproduction. On produit énormément de biens. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens ont le choix. Hein. Donc, ils ont le choix entre ton logement et 10 autres logements. S'il est plus cher, alors qu'ils peuvent avoir une qualité de service équivalente ailleurs, ils vont aller ailleurs. Donc, quand tu achètes une maison pour investir en immobilier, il faut aussi que tu penses à ta stratégie de sortie, qui là, en l'occurrence, est la location, mais aussi à ta stratégie de mise en marché d'un point de vue prix. Si tu loues trop cher, les gens vont peut-être le prendre, mais ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir de la rotation. Lui, la stratégie de ce banquier-là était de dire qu'il va le louer un peu moins cher, mais garder le locataire sur le long terme. C'est sûr qu'il fait un peu moins de revenus. Par contre, il n'a pas à se retaper la réfection de l'appartement à chaque fois qu'un locataire sort parce qu'il y a beaucoup moins de roulement. C'est une question de stratégie et de préférence. Donc voilà, là, je t'ai parlé du refinancement, je t'ai parlé de la revente, donc ce qu'on appelle communément le flip. Je t'ai parlé aussi de la location. Ces deux stratégies de sortie qui sont assez intéressantes lorsque tu achètes une maison. Personnellement, je n'investis pas dans la maison parce que je cherchais des parcs immobiliers beaucoup plus grands qui vont me permettre de les mettre en gestion. Mais l'avantage d'investir dans une maison, c'est que c'est quelque chose qui est très facile à acheter. Aujourd'hui, tu peux acheter une maison avec un 5% de mise de fonds, voire 0% de mise de fonds. Je t'invite à checker mes vidéos dans lesquelles je t'explique comment acheter avec 0% de mise de fonds, ou très peu en tout cas. L'avantage aussi des maisons, c'est que, surtout si tu respectes les conditions que je viens de te citer, les investisseurs en général veulent aller sur des gros parcs immobiliers, donc des triplex, même des gros parcs immobiliers, donc des 6 logements, des 12 logements. Il y a ce qu'on appelle des investisseurs, je te dirais, débutants qui vont aller sur des duplex, des triplex. Mais les vrais investisseurs, ils regardent rarement les maisons en fait. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que c'est pas assez grand, c'est trop petit, puis ça génère pas assez de revenus. Du coup là, en allant vers la maison, tu n'es plus en compétition avec ces gens-là. Là, tu vas me dire, oui, mais tu es en compétition avec les acheteurs, les gens qui veulent habiter. Bah, pas forcément. C'est pour ça qu'il faut que tu ailles chercher des maisons qui sont en mauvais état. Une maison qui est en mauvais état, qui nécessite des travaux, un fixer-upper, comme je l'ai dit tantôt, bah, tu sais, la famille qui veut y habiter, en général, ils veulent du clé en main. Ils ne veulent pas se taper, refaire l'électricité, refaire la plomberie, refaire la peinture, nettoyer parce que ça sent la cigarette des locataires d'avant. Ce qu'ils veulent, c'est quelque chose clé en main. Du coup, tu ne te bats plus contre ces gens-là. Et de toute façon, tu ne veux pas te battre contre ces gens-là. Ces gens-là, ce n'est pas des investisseurs. Du coup, ils font ce qu'on appelle des achats émotionnels. Ils mettent trop cher. Et ton bien, tu ne veux jamais l'acheter trop cher. Tu veux toujours l'acheter en dessous de la valeur du marché. Donc, ce qui est bien avec cette approche-là, c'est que tu ne te bats ni contre des acheteurs habitants, ni contre des investisseurs. Et là, du coup, tu peux contrôler ton marché, plus ou moins définir ton prix d'achat. Tu es plus ou moins dans un marché que je te dirais un marché acheteur. Par contre, fais attention. Pour que ce soit le cas, il faut vraiment que ce soit des maisons qui soient en mauvais état. Et deuxièmement, il faut aussi que tu fasses attention à une chose. Tu as ce qu'on appelle aujourd'hui beaucoup de flippers, des gens qui achètent des maisons pour les retaper, pour les revendre. Puis, ceux-là, tu vas être en compétition avec eux. C'est exactement ce que tu veux faire, by the way. Tu veux faire exactement le même modèle d'affaires qu'eux. Par contre, c'est des gens qui sont des investisseurs, du coup, ils n'achèteront jamais trop cher. Donc, tu peux être rassuré que même s'il y a une guerre d'achat au niveau du prix, elle ne va pas finir à des prix fous comme ce serait le cas sur des maisons prêtes à être habitées.
Donc, c'est le point d'attention. Donc, voilà, je vais terminer en te donnant un peu, au fait, d'où m'est venue l'idée de faire cette vidéo. Et je suis parti cette semaine à 5 à 7 où j'ai rencontré Steven. Lui, au fait, il s'est spécialisé dans l'achat de maisons qu'il met en location. Puis moi, au début, j'étais un peu réticent en me disant, mais qui est fou pour aller acheter une maison, mettre 1500 de loyer quand ils peuvent le financer? Bah, il m'a fait une analogie qui est assez intéressante. En gros, ce qu'il explique, Steven, c'est qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui, bien qu'ils ont les moyens de payer un loyer de 1500, donc une hypothèque, un mortgage de 1500, n'ont pas la mise de fonds qu'il faut, ne connaissent pas les stratégies pour investir sans mise de fonds, et surtout, n'ont pas envie de se prendre la tête avec un bien. Et c'est quelque chose qui est typique de la nouvelle génération aujourd'hui. Les nouvelles générations, ils veulent du clé en main, ils veulent qu'il soit rapide, pas se prendre la tête. Bah, du coup, même s'ils ont les moyens, ils vont préférer louer que d'acheter. C'est comme la personne, au fait, aujourd'hui, qui va acheter une Santa Fe, mais s'il était amené à louer le véhicule pour le montant qu'elle paye tous les mois, elle pourrait aller chercher une BMW. Bah, c'est les gens qui vont aller préférer aller chercher une BMW et payer un gros montant tous les mois en sachant que la voiture ne leur appartient pas, versus quelqu'un qui va, pour le même montant, va acheter une voiture d'un peu moins bonne qualité, mais la voiture va lui appartenir. FYI, une voiture n'est pas un investissement, mais je voulais faire l'analogie pour que vous compreniez un peu le mindset finalement de ces personnes-là. Du coup, il y a une clientèle. Il y a une clientèle. Puis là où Steven, là où ce qui pousse le vice, c'est que lui, il achète des maisons avec des bachelors. Du coup, il a tous les avantages de la maison à l'acquisition, donc petite mise de fonds, facile à financer. Mais en plus, il commence à générer des revenus comme un bâtiment à revenus, parce que là, il a 2 logements. Et il s'est bâti un parc d'une dizaine de maisons comme ça. Ça demande beaucoup de gestion, quelque chose que moi, qui ne m'intéresse pas, justement parce que ça demande beaucoup de gestion. Par contre, c'est quand même un modèle d'affaires qui est très rentable. Donc voilà, ça fait le tour de la vidéo. Dis-moi dans les commentaires si tu penses te lancer aussi dans l'achat de maison. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'acheter une maison est un bon investissement? Je t'ai expliqué au fait dans cette vidéo en quoi ça peut l'être si tu le fais de la bonne manière. Puis, n'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau sur ma chaîne. Salut!